Chapitre 1. L'éveil silencieux. Le commencement d'une vie transformée. Le jour naît en silence. Une lumière pâle glisse sur les toits, puis s'infiltre dans la chambre comme une idée qui pénètre l'esprit sans fracas. Je suis Al-Nilam et je vous invite à écouter ce souffle inaugural, celui qui précède toute grande décision. Ce moment où le monde semble suspendu entre ce qui a été et ce qui peut advenir. Il y a un éveil qui ne fait pas de bruit. Il commence souvent par un simple battement de curiosité, une question qui vibre au creux du corps. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, un matin où la tasse de café n'a plus le même goût, où le trajet habituel paraît étranger, où le miroir offre le visage d'une personne qui demande à être entendue. Ce petit tremblement est le commencement d'une vie transformée. Dans le cerveau, rien n'est immuable. Des recherches en neurosciences ont montré que le cerveau se réorganise sans cesse. Une étude classique menée par Eleanor Maguire et son équipe en 2000 a montré que les chauffeurs de taxi de Londres, après des années d'apprentissage des rues labyrinthiques, développaient une augmentation de la matière grise dans l'hippocampe, la région liée à la mémoire spatiale. C'est la neuroplasticité, la preuve que ce que nous vivons sculpte littéralement notre matière pensante. Et plus encore, Erickson et ses collègues en 1998 ont documenté la neurogénèse chez l'adulte, l'apparition de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Autrement dit, nous pouvons naître à nouveau, à l'intérieur même de notre structure neurologique. Imaginez maintenant que ce réveil intérieur n'est pas seulement biologique, il est historique, collectif, comme si l'humanité traversait, à chaque époque, des aubes silencieuses avant des révolutions de pensée. Pensez au moment où les cartes du monde ont été redessinées, ou au réveil silencieux d'un inventeur sous un pommier, une histoire qui symbolise l'irruption d'une idée qui change tout. Cette double réalité, intérieure et extérieure, nous rappelle que la transformation personnelle s'inscrit toujours dans un tissu plus vaste. Les sciences de l'esprit nous enseignent aussi que notre attention crée des réalités subjectives. Daniel Kahneman a montré comment nos modes de pensée, rapides et intuitifs d'une part, lents et réfléchis d'autre part, gouvernent nos choix. Si nous acceptons de ralentir, d'observer nos pensées sans jugement, nous découvrons des zones en nous où l'ancien récit n'est plus obligé d'avoir le dernier mot. Et puis, il y a le réseau cérébral dit du mode par défaut, décrit par Marcus Raichle et ses pairs au début des années 2000, ce paysage neural où se tissent nos ruminations et nos identités. Apprendre à habiter ce réseau autrement est un acte de liberté. Sur un plan plus étrange, la physique nous chuchote une vérité qui résonne avec ces métaphores. L'observateur influence le phénomène. Depuis l'expérience des fentes de Young au début du 19e siècle jusqu'aux expérimentations modernes sur la nature quantique de la lumière et de la matière, la science a constaté que la manière dont on observe modifie le comportement des particules. Werner Heisenberg, en 1927, a formulé le principe d'incertitude qui nous rappelle les limites de nos certitudes. Ce n'est pas de la magie, c'est une invitation. Notre regard, nos attentes et notre attention participent à la forme que prend notre vie. Prenez un instant, fermez les yeux et sentez votre respiration. Quel espace nouveau pourrait naître si vous décidiez d'écouter ce réveil silencieux plutôt que de reprendre le récit automatique d'hier? Le cinéma intérieur se met en marche. Vous n'êtes plus seulement spectateur, vous devenez auteur. Les émotions, qui paraissent parfois comme des vagues incontrôlables, sont aussi des messagers qui signalent des portes. Le coaching émotionnel nous apprend à nommer, à apprivoiser ces vagues, à transformer la peur en curiosité, la honte en compréhension, la colère en énergie créatrice.
Ce chemin réclame douceur et courage en même temps, comme une marche sur une corde tendue au-dessus d'un fleuve ancien. Et si cette transformation avait aussi une genèse historique, culturelle et personnelle? Regardez autour de vous. Chaque génération porte en elle des fissures et des ressources. L'histoire regorge d'exemples où des cassures ont engendré de nouvelles synthèses. Le réveil silencieux dont je parle ne promet pas l'effacement du passé, mais sa réinterprétation. C'est une révolution intérieure qui se fait sans grand discours, mais avec une cohérence profonde entre la pensée, le cœur et l'action. Avant de poursuivre, je vous propose une autre question. Quelles petites habitudes, quels simples gestes quotidiens pourraient vous signifier que vous êtes en train d'entrer dans une vie transformée? Sur ce chemin, la science devient compagne, non juge. Les découvertes dont je parle ne sont pas des recettes, elles sont des fenêtres. Elles montrent que changer est possible, que notre cerveau se réinvente, que notre attention influence le monde, que l'histoire contient des modèles de renaissance. Ce chapitre est une invitation à l'écoute, pas à la performance. Écouter, c'est déjà commencer à transformer. Et maintenant, demandez-vous une dernière fois. Si le réveil silencieux se produit en vous aujourd'hui, quel premier pas, aussi minuscule soit-il, honorerait ce nouveau lever de conscience? Chapitre 2. Le pouvoir des croyances. Déchirer le voile de l'illusion. Il y a un moment où la lumière d'une idée touche la poussière de nos certitudes, et soudain, tout recommence à bouger. Je suis Al-Nilam, et je te propose de marcher avec moi dans cette demi-obscurité où résident les croyances. Ces architectures invisibles qui façonnent nos gestes, nos désirs, nos peurs. Ferme les yeux un instant si tu veux. Écoute la respiration du monde. Les croyances ne sont pas de simples pensées. Elles sont des muscles qui, entraînés, modèlent le cerveau lui-même. La neuroplasticité n'est pas une théorie poétique, mais une réalité expérimentée depuis décennies par des chercheurs comme Michael Merzenich et racontée par Norman Doidge. Nos circuits se reforment, se renforcent, s'atrophient selon ce à quoi nous accordons de l'attention. Regarde cette scène. Quelqu'un entre dans une salle de réunion convaincu d'être inférieur. Son corps change de centre, sa voix se rétracte, ses idées s'étiolent. À l'inverse, une personne qui croit à sa valeur occupe l'espace, attire l'écoute. Ce n'est pas magie. Des études en psychologie sociale, comme l'expérience de Rosenthal et Jacobson datant de 1968, ont montré que les attentes des enseignants modifiaient réellement la performance des élèves. La croyance des autres agit comme un instrument qui accorde notre instrument intérieur. Et puis, il y a le corps qui répond aux croyances. Le placebo, longtemps ridiculisé, est aujourd'hui l'un des meilleurs professeurs de l'esprit. Les travaux du neurobiologiste Fabrizio Benedetti ont démontré que la croyance peut déclencher des réponses physiologiques mesurables. Libération d'endorphines, modulation de la douleur, activation de voies neuronales spécifiques. Lorsque l'on croit que quelque chose va guérir, des circuits corporels s'engagent pour corroborer cette histoire. Quelle part de notre réalité est fabriquée par ce que nous décidons de tenir pour vrai? Avance avec moi sur le rivage plus instable de la physique. Les expériences de la mécanique quantique, comme celle d'Alain Aspect dans les années 1980, confirmant l'intrication et mettant à mal l'idée d'une réalité locale indépendante, nous obligent à repenser la certitude. Le célèbre double slit montre que l'observation modifie le comportement des particules, non pas comme une imposition mystique, mais comme un rappel que la relation entre observateur et observé est plus subtile que ce que notre langage naïf suggère. Si l'acte d'observer participe à la forme prise par ce que l'on observe, quel dialogue souhaitons-nous établir avec le monde? Ces portes s'ouvrent sur une responsabilité douce et terrible.
Croire n'est pas se couvrir d'illusions, c'est sculpter le possible. Mais les croyances limitantes sont des voiles épais. Elles viennent parfois de l'enfance, parfois d'une blessure collective, parfois d'une erreur de lecture des événements. Le cerveau, cherchant à économiser de l'énergie, généralise. Il préfère une vérité simple et immobile plutôt que l'effort de recalculer. Pourtant, ce confort a un prix, l'immobilité. La clé est la conscience, une conscience qui sait reconnaître une croyance quand elle se déguise en évidence. Je veux que tu imagines une vieille carte accrochée au mur d'une maison ancienne. Les routes dessinées là sont des croyances. Certaines sont utiles, certaines t'emmènent en cercle. Où as-tu appris ta carte? Qui a tracé ces routes? L'archéologie de soi demande douceur et curiosité. Tu peux interroger une croyance comme on interroge un témoin. D'où viens-tu? Que protèges-tu? Quel bénéfice me donnes-tu? Quel prix me fais-tu payer? Tu peux aussi la tester. La science nous offre des méthodes pour cela. Les psychologues utilisent des protocoles d'exposition et d'expérimentation comportementale pour dégonfler les peurs. Les neuromodulations et la répétition intentionnelle créent de nouvelles voies neuronales. Rien de mystérieux. Répétition, intention, retour d'information. Imagine maintenant une autre scène. Une personne apprend petit à petit à renommer ses pensées. Elle voit une peur, elle la questionne, elle choisit une action contraire. Les circuits se reconfigurent. En quelques semaines, ce qui semblait inamovible bouge. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Des études récentes sur le mindset, notamment celle d'Alia Crum, montrent que la façon dont nous interprétons les événements influence non seulement notre comportement, mais aussi des mesures physiologiques, comme la récupération après l'effort ou la réponse immunitaire. Changer de lecture du monde change le tissu même de notre expérience. Alors, que veux-tu croire demain? Quelle carte mérites-tu d'accrocher au mur de ta maison intérieure? Avant d'achever cette marche, je te donne une image pour tenir. Le voile de l'illusion n'est pas un mur à abattre par la violence, mais un parchemin à déchirer doucement lettre par lettre. Certains fragments valent la peine d'être conservés. D'autres doivent être déposés comme des habits trop petits. Le travail est humble et profond. Il demande l'humilité de l'explorateur et la tendresse d'un guérisseur. La science nous équipe, la poésie nous accompagne. Les deux disent la même chose. Nous ne sommes pas seulement des victimes de nos histoires, nous sommes leurs auteurs potentiels. Et dans cet acte d'écrire, il y a une éthique. Choisir des croyances qui soutiennent la vie, qui amplifient la curiosité plutôt que la peur, qui invitent à l'expansion plutôt qu'à la réduction. Quelle croyance aujourd'hui mériterait d'être réécrite pour libérer ta voix? Reste un instant encore. Écoute la respiration du monde. Sens la corde fine qui te relie à ce que tu considères vrai. Tu peux plier la corde, la tordre, la retendre. Tu peux doucement déchirer ce qui t'emprisonne. Et dans la lumière après le voile, il y a un paysage à inventer. Chapitre 3. Le calme intérieur. Ancrer la paix au cœur du tumulte. Je suis Al-Nilam, et je vous invite à descendre avec moi dans cette pièce silencieuse au milieu d'une ville qui vibre. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou imaginez les rideaux d'une fenêtre qui se referment doucement. Le monde continue sa course dehors, mais ici, dans ce récit, le temps se ralentit. La respiration devient le fil qui relie l'agitation à la clarté. Il existe un lieu neuronal où la tempête peut se transformer en lac paisible. Les neurologues l'explorent aujourd'hui avec des images qui ressemblent à des cartes de voyage intérieur. Des études de neuroimagerie, comme celle de Sarah Lazare et de ses collègues, ont montré que la méditation de pleine conscience peut augmenter l'épaisseur corticale dans l'hippocampe et d'autres régions liées à l'attention et à la régulation émotionnelle. D'autres recherches, notamment celle de Richard Davidson, ont observé une diminution de la réactivité de l'amygdale chez des pratiquants réguliers, un signal que le cerveau peut apprendre à accueillir sans se laisser submerger.
Imaginez un capitaine qui apprend à piloter au milieu d'un orage. Au début, chaque éclat de tonnerre déclenche l'alarme intérieure. Puis, peu à peu, le capitaine découvre des manœuvres simples. Respirer profondément, sentir l'assise de son corps, revenir au présent. Ces gestes modifient non seulement son expérience, mais aussi la manière dont son cerveau répond au danger. La pratique régulière, comme le programme MBSR développé par John Kabat-Zinn à l'Université du Massachusetts, a démontré des effets mesurables sur le stress, la douleur et la santé mentale. La science appuie ce que tant d'anciennes traditions professaient déjà. La paix n'est pas l'absence de tumulte, mais une relation différente au tumulte. Que se passe-t-il si vous observez votre propre souffle sans le juger ? La physique nous rappelle aussi, à sa manière, que l'observateur transforme l'observé. Dans des expériences telles que la double fente, l'acte même de mesurer change le comportement des particules. C'est une métaphore puissante pour notre esprit. L'attention que nous posons sur une émotion peut la modifier, lui donner forme ou la laisser s'évanouir. Ce n'est pas de la magie, mais une corrélation qui invite au respect de notre pouvoir interne. Chaque regard posé, chaque respiration consciente active des circuits neuronaux de régulation, favorise la cohérence du cœur et du cerveau et peut augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque, un marqueur de résilience émotionnelle étudié par des chercheurs comme Thayer et Lane. L'ancrage n'est pas une fuite. Au contraire, il est une présence solide au milieu des événements. Les stoïciens de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, utilisaient des exercices de retour au réel pour dissoudre la panique. Visualiser la fin possible, considérer la nature éphémère des choses et revenir au devoir du moment. Ces pratiques étaient des techniques d'entraînement mental anticipant sans le savoir les conclusions modernes sur la plasticité cérébrale. Le calme est un muscle que l'on sculpte avec des répétitions douces. Fermez à nouveau les yeux un instant. Portez votre attention à vos pieds. Sentez le contact avec le sol. Laissez la respiration s'allonger. Prenez 3 respirations lentes comme si vous accordiez un instrument. Le premier temps de calme est toujours physique. Le corps est la porte d'entrée. Quand le souffle se fait plus lent, l'amygdale se calme, le cortex préfrontal reprend le gouvernail et la perception du monde change, non pas en effaçant les problèmes, mais en rétablissant la capacité de répondre plutôt que de réagir. Quels seraient les petits gestes que vous pourriez répéter demain pour réancrer cette paix, malgré les impérieuses tensions de votre journée ? Il ne s'agit pas d'exiger de soi une perfection immédiate. Les neurosciences de la plasticité montrent que des changements durables se produisent par des pratiques courtes et régulières. Des séances de méditation de 10 minutes par jour, consistantes pendant des semaines, modifient les réseaux neuronaux impliqués dans l'attention et l'empathie. Le battement du cœur se synchronise parfois avec une respiration plus lente, la pression artérielle baisse et la perception de menace diminue. Ce sont des résultats concrets, mesurables, mais surtout, ils racontent une histoire intime, celle d'une personne qui retrouve sa capacité à habiter son propre paysage intérieur. Maintenir le calme, c'est aussi cultiver la bienveillance envers soi-même quand on échoue. Les recherches en psychologie montrent qu'une attitude d'autocompassion réduit l'anxiété et favorise la résilience. Se parler avec douceur, accepter l'imperfection, cela transforme la voix interne critique en allié. Et chaque fois que vous choisissez la compassion, vous entraînez un réseau neuronal qui rend la paix plus accessible. Alors, lorsque la vie rampe sous la porte avec ses exigences, rappelez-vous que vous avez une maison à l'intérieur. Ce lieu n'est pas immuable, mais il est cultivable, comme un jardin qui prospère sous la constance d'un arrosage patient. Rendez-vous visible à votre souffle, regardez sans juger, revenez aux gestes simples. La science, l'histoire et la sagesse ancienne se rejoignent pour vous offrir une vérité simple et radicale. La paix se construit en actes minuscules répétés dans la durée. Quelle sera votre première action aujourd'hui pour ancrer ce calme, même un instant, au cœur du tumulte ? Chapitre 4. L'abondance invisible. Reconnaître la richesse qui t'enveloppe. Il est une lumière qui n'a pas de lampe, une lumière qui circule dans les gestes ordinaires, dans l'air que l'on partage, dans la main qui se tend sans calcul.
Je t'invite à fermer les yeux un instant et à écouter ce halo silencieux qui t'entoure. Imagine une ville la nuit, toutes les fenêtres allumées. Ce n'est pas l'or qui brille le plus, mais la chaleur de chaque foyer. L'abondance invisible ressemble à cette clarté douce qui ne se compte pas en billets ni en titres, mais en présence, en attention, en ce champ d'énergie silencieux qui soutient la vie. Al-Nilam parle doucement maintenant. Respire avec moi. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau est une machine d'interprétation, toujours en train de tisser sens et valeurs à partir d'éléments qui, pris isolément, semblent anodins. Les recherches sur la gratitude, notamment les travaux d'Emmons et McCullough en 2003, montrent que tenir un journal de gratitude augmente significativement le bien-être et réduit les symptômes dépressifs. Les images cérébrales révèlent que la gratitude active le cortex préfrontal médial et les circuits de récompense, comme le striatum ventral. Ce sont les mêmes régions qui s'illuminent quand nous ressentons de la connexion et du sens. Notre cerveau apprend à reconnaître l'abondance quand nous la nommons et l'habitons. Quelle petite chose aujourd'hui, invisible au compte bancaire, te donne le sentiment d'être riche? Pense à une rivière sous la neige. Invisible sous la glace, l'eau continue de couler, nourrissant tout en silence. L'abondance invisible fonctionne pareillement. Elle est circulation, non accumulation. Dans l'histoire, les sociétés qui ont prospéré durablement n'étaient pas toujours celles qui avaient le plus de richesses matérielles au départ, mais celles qui avaient des réseaux solides, une culture de partage et des institutions de confiance. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la reconstruction européenne s'est nourrie autant d'un tissu humain et d'une coopération institutionnelle que d'aides financières. La richesse se crée souvent dans l'échange, dans la confiance mutuelle. La neuroplasticité nous offre une clé pratique. Michael Merzenich et d'autres chercheurs ont montré que le cerveau se réorganise en fonction des expériences répétées. Autrement dit, en pratiquant la reconnaissance, l'écoute, le don, nous sculptons notre cerveau pour voir davantage d'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Chaque geste généreux active des voies qui deviennent plus sensibles à la générosité. Le monde que tu remarques est le monde que ton cerveau apprend à voir. Si tu pouvais entraîner ton regard à repérer la richesse cachée autour de toi, par où commencerais-tu ? Il existe aussi une poésie scientifique que l'on nomme parfois physique quantique. L'expérience de la double fente, depuis Thomas Young jusqu'aux interprétations modernes, montre que l'acte d'observer modifie le comportement des particules. À l'échelle humaine, cela se traduit par une vérité simple et puissante. L'attention change les choses. Lorsque tu diriges ton attention vers ce qui fonctionne, vers ce qui est vivant, tu modifies la dynamique de ton monde. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une invitation à déployer ta conscience comme un instrument de découverte. Regarde autour de toi maintenant. Combien de choses invisibles soutiennent ta journée? L'eau chaude, la voix qui répond, la mémoire d'un sourire qui te précède. Ces ressources t'appartiennent sans avoir besoin de contrat. Les psychologues de l'attachement et les études longitudinales comme celle de la Harvard Study of Adult Development dirigée par Robert Waldinger montrent que la qualité des relations est l'un des grands prédicteurs de santé et de bonheur à long terme. L'abondance invisible se mesure souvent dans la qualité des liens, pas dans la taille des possessions. Que pourrais-tu cultiver aujourd'hui pour que la richesse invisible devienne plus présente dans ta vie demain? Ferme les yeux encore. Écoute le rythme de ta respiration. Permets-toi un rituel simple. Nommer 3 éléments de ta journée pour lesquels tu es reconnaissant. Remarque comment, après quelques respirations et quelques noms, ton monde se colore différemment. C'est un petit entraînement, répété chaque jour, qui change la topographie intérieure. Tu deviendras plus sensible aux cadeaux quotidiens, moins esclave des absences et des manques. L'abondance invisible n'efface pas les défis. Elle ne promet pas une vie sans douleur, mais elle propose une autre manière de compter, un autre registre de valeurs. Il existe un courage silencieux à reconnaître ce qui fonctionne, à honorer les petites richesses qui nous enveloppent.
Ce courage transforme la plainte en reconnaissance, la carence en curiosité, la peur en questionnement créatif. Al-Nilam conclut avec douceur. Quand tu commences à voir la richesse qui t'enveloppe, tu découvres une économie intérieure où le don appelle le don, où la présence nourrit la présence. Tu deviens le gardien de cette lumière invisible et en même temps son amplificateur. Marcher dans ce monde, c'est choisir de compter autrement, de mesurer par la qualité des instants plutôt que par l'épaisseur des portefeuilles. Quelle première petite action vas-tu poser aujourd'hui pour reconnaître et nourrir l'abondance qui t'enveloppe? Chapitre 5. La renaissance intérieure. Embrasser le changement avec confiance. Je t'invite à fermer les yeux seulement un instant et à imaginer une ville au petit matin. Les rues sont calmes, la lumière glisse sur les façades comme une caresse. Il y a une intention silencieuse dans l'air, une promesse que quelque chose peut renaître. C'est cette même lumière que nous allons suivre à l'intérieur de toi, pas à pas, comme une caméra qui se rapproche d'un visage découvrant ses premiers traits après une longue nuit. La renaissance intérieure n'est pas un grand feu d'artifice, mais une série de petites étincelles qui s'alignent. Parfois c'est un pas tremblant, parfois un souffle long. Les neuroscientifiques l'appellent neuroplasticité. Le cerveau se reconstruit, se réorganise. Des études menées par Michael Merzenich et popularisées par Norman Doidge montrent que les circuits neuronaux se modifient avec l'expérience et l'intention. En 1998, une équipe menée par Fred Gage a démontré la neurogénèse adulte dans l'hippocampe, rappelant que notre cerveau peut fabriquer de nouvelles cellules à l'âge adulte. Ces découvertes ne sont pas des métaphores, elles sont des preuves tangibles que la transformation intérieure est biologiquement possible. Respire, sens cette vérité dans le corps et demande-toi, qu'est-ce que je veux laisser mourir en moi pour permettre la naissance de quelque chose de plus vaste? La confiance dans le changement naît du savoir et de l'expérience. Carol Dweck, psychologue, a montré avec son concept de mindset que croire en la capacité de croissance influence la manière dont nous affrontons les défis. Ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance voient l'échec comme une information, non comme une définition. Imagine tes échecs comme des cartes qui éclairent le chemin, non comme des murs qui le bloquent. Et lorsque le doute frappe, souviens-toi des voix plus anciennes en toi qui t'ont déjà porté. Il y a aussi la science de l'émotion. Des recherches en imagerie cérébrale montrent que la pratique de la pleine conscience modifie la structure du cerveau. Sarah Lazar et son équipe de Harvard ont observé une augmentation de l'épaisseur corticale chez des pratiquants de méditation, particulièrement dans des régions liées à l'attention et au contrôle émotionnel. Cela signifie que la tranquillité que tu construis délibérément devient une architecture durable dans ton esprit. Pourquoi cette renaissance nous paraît-elle parfois si effrayante? Parce que le changement demande une petite mort du connu, et la peur du vide est ancrée dans notre biologie. L'amygdale, ce petit gardien émotionnel, signale le danger à la moindre incertitude. Mais la bonne nouvelle est que l'exposition répétée et la pratique consciencieuse diminuent cette réaction. C'est un entraînement, pas une trahison de soi. Je te propose un exercice simple. Accueille une peur mineure aujourd'hui comme si tu la regardais sur un grand écran. Observe la couleur, la texture, la durée, sans jugement, juste observation. À mesure que tu t'entraînes, tu verras la réaction se transformer. Quelle petite peur es-tu prêt à regarder à voix haute aujourd'hui et que pourrait-elle t'apprendre? L'histoire nous murmure des exemples de renaissance. Après la chute de Rome, des cultures ont réinventé leur monde. Après les grandes crises personnelles, des individus ont découvert des compétences insoupçonnées. Ce n'est pas mystique, c'est la résilience en action. Les champs de la physique quantique nous offrent aussi une image métaphorique puissante.
Dans certaines expériences, le résultat dépend en partie de l'observateur. Cela ne signifie pas que la pensée seule crée tout, mais que l'acte d'observer change la relation au phénomène. En interne, quand tu observes tes pensées avec compassion, tu modifies la relation que tu as avec elles et tu ouvres de nouvelles possibilités d'action. Laisse-moi te peindre une scène. Une femme se tient devant la fenêtre d'un appartement vide au petit matin. Elle touche la poussière, sourit et commence à déplacer une chaise. Chaque geste est lent, sacré. Elle réorganise l'espace extérieur et en même temps réorganise son univers intérieur. La renaissance est souvent humble, rythmée de gestes modestes. La confiance se construit de la même manière, geste après geste, choix après choix. Quelle est la petite action que tu peux poser ce soir qui, répétée chaque jour, témoignera de ta foi en cette renaissance intérieure? Ceci n'est pas un appel à la naïveté. Embrasser le changement exige discernement. Cela requiert aussi la capacité de demander de l'aide, de t'entourer de compagnons de route qui vibrent sur la même fréquence de courage. Il y a une puissance collective dans la transformation. Des études en psychologie sociale montrent que les groupes qui cultivent la sécurité psychologique favorisent la prise de risques constructive et l'innovation. La confiance se multiplie quand elle est partagée. Sur le chemin, tu vas rencontrer des résistances. Elles sont normales. Accueille-les avec curiosité. Prends soin de ton corps, de ton sommeil, de ta nutrition. Ton cerveau aime l'ordre sensoriel et les petites routines ancrent les grands changements. Prends le temps de célébrer chaque progrès, aussi infime soit-il. La gratitude est un ciment secret de la renaissance. Alors, avant de refermer ces pages pour aujourd'hui, demande-toi, si je me regardais avec la même tendresse que j'offre à un ami, quelle décision prendrais-je maintenant pour embrasser ce changement avec confiance? Le soleil continue sa course sur la ville. Les premières voix résonnent. À l'intérieur de toi, un mouvement discret commence. Tu n'es pas seul dans cette renaissance. Je marche à tes côtés, silencieux, observateur, confiant. À chaque pas, la possibilité de se réinventer devient plus réelle et plus douce.